précisément ce que je vous propose de découvrir. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un printemps pas comme les autres. Une saison douce et amère à la fois, baignée de lumière et du même coup peuplée d'ombre. Ce printemps, c'est le printemps 1871 à Paris. Du 18 mars au 28 mai, 72 journées pendant lesquelles ce qu'il restait des Parisiens a cru la révolution possible. Paris, souvenez-vous d'Étienne Marcel, souvenez-vous des maillotins, des écorcheurs, des bonnets blancs. Paris a toujours été un creuset d'agitation populaire. Des révolutions, la capitale en a connu de récentes en 1871. On se rappelle évidemment encore beaucoup à l'époque la grande révolution de 1789 et des années suivantes, révolution qui avait mal tourné, puis celle de 1830, fugace et détournée, enfin celle de 1848, pleine d'illusions vite perdues. Cette fois, se disait le Paris populaire, celui des ouvriers, des artisans, des fonctionnaires, cette fois, la révolution allait être pratique, concrète. Elle serait douce aussi, comme la lumière et les températures de ce printemps pas comme les autres, le printemps de 1871. À ce moment particulier de l'histoire nationale, on peut dire que la France est à genoux. 6 mois plus tôt, Napoléon III a perdu à plate couture la guerre contre les Prussiens et par voie de conséquence, le Second Empire s'est effondré. Le gouvernement suivant, dit de défense nationale, n'a pas pu stopper l'invasion prussienne. Il a été acculé à l'armistice en février, un armistice ratifié par la nouvelle Assemblée élue tout exprès à Bordeaux. Attention, ce n'est pas n'importe quelle assemblée, et le vote des campagnes notamment en a fait une assemblée conservatrice et même monarchiste. En attendant, et pendant 5 mois, les Prussiens ont assiégé Paris. Ils l'ont longuement affamé, humilié, ils ont épuisé les Parisiens. Le 1er mars, ils ont, ces Prussiens, défilé dans la capitale, humiliation suprême, avant de rentrer chez eux, vainqueurs. Alors les élites, les gens fortunés, les partisans du nouveau régime, enfin celui qui est en train peu à peu de se mettre en place, vont prendre assez vite eux aussi leur distance avec cette grande ville où l'atmosphère est tendue et où de toute façon il est si difficile de survivre. Ils se tiennent le plus possible à l'écart du peuple de Paris. Or, ce peuple de Paris est excédé. À commencer par les gens armés, cette garde nationale. Vous savez, ces gardes nationaux ont toujours joué un rôle essentiel dans nos révolutions. Les députés, les nouveaux députés, viennent de supprimer la solde des gardes nationaux. Ça, c'était peut-être pas le bon moment pour le faire. Les locataires aussi sont furieux, puisque le paiement des échéances avait été suspendu le temps du siège. Et bien voilà qu'il reprend désormais. Alors les pauvres gens en ont assez. Ils sont exsangues. On imagine mal, je l'ai raconté plusieurs fois à ce micro, on imagine mal les souffrances qui ont accompagné ce très long, cet interminable siège de Paris. Si au moins les faubourgs pouvaient s'accrocher à l'espoir d'une république enfin proclamée. Mais tout au contraire, le pacte dit de Bordeaux vient de réaffirmer le caractère provisoire du régime républicain. Ça, on peut dire que les Parisiens en ont assez, vous l'aurez compris, en ce début de printemps amer et doux, tout est prêt dans Paris pour le grand embrasement. On n'attend plus que l'étincelle. Eh bien, c'est une histoire de canon, justement, qui va mettre le feu aux poudres, si j'ose dire. La garde nationale avait réuni à Paris 227 canons. Quand je dis 227, dont un grand nombre avait été construit, je devrais dire fondus, pendant le siège, et grâce à des souscriptions privées des Parisiens. On peut dire que la ville tenait à ces canons comme à la prunelle de ses yeux. Lorsque les Prussiens sont entrés dans la ville, on a emmené toutes ces pièces d'artillerie hors de la zone d'occupation, donc sur la butte Montmartre. Pourquoi faire, me direz-vous, puisque la guerre était finie ? Eh bien, parce que dans l'esprit des gardes nationaux, c'était vraiment une question de fierté, d'honneur. Il ne s'agissait surtout que ces canons ne soient pas pris. Des gardes nationaux qui sont pour la quasi-totalité de farouches républicains, bien entendu, qui se méfient des évolutions qui sont en ce moment en cours. D'ailleurs, une fédération de ces gardes, dirigée par un comité central, s'est proclamée.
Vous voyez que ces termes, fédération, comité central, ça rappelle d'autres périodes, ça sent fort la révolution. Or, voilà que le nouveau chef de l'exécutif, le grand bourgeois Adolphe Thiers, entend bien désarmer les fédérés. Il va charger l'armée régulière d'aller récupérer les fameux canons de Montmartre. On est là le 8 mars. L'armée ne va pas y arriver, c'est un échec. Pour le gouvernement légal, c'est un échec inquiétant. Tout ça crée une situation intolérable. Ça veut dire qu'on a quand même au cœur du pays, dans sa propre capitale, des canons qu'une garde en armes refuse de rendre. Le but d'Adolphe Thiers, c'est de remettre très vite la France au travail. Les milieux d'affaires, notamment, sont très inquiets. Ils lui font comprendre que rien ne pourra reprendre, que l'activité sera bloquée tant que les républicains de Paris garderont ainsi 227 canons à leur disposition. On est à ce moment-là tout au bord de la guerre civile. L'Assemblée choisit ce moment pour quitter Bordeaux, mais elle ne revient pas à Paris, elle est prudente, elle évite Paris et elle s'installe à Versailles. Thiers, en revanche, avec le gouvernement, revient à Paris le 15 mars. Alors, un gouvernement légal de toute la France qui revient face à une insurrection qui est en train de prendre le contrôle de Paris, ça ne peut que créer des frictions, évidemment. Au matin du 18 mars, un de ces matins baignés de soleil, un peu comme ceux qu'on a connus là cette semaine, ces derniers jours, les Parisiens découvrent les murs de la ville couverts d'affiches gouvernementales de couleur jaune, des affiches qui appellent la population à l'ordre, au légalisme, contre les insurgés de la Fédération. De la part de Thiers, il s'agit en quelque sorte d'une déclaration de guerre. Du reste, il envoie la troupe prendre possession de Montmartre. C'est le général Lecomte avec le 18e de chasseurs et le 88e de marche qui arrivent à Montmartre. Alors on attend pendant tout un moment, pendant des heures, les attelages qui permettront de tracter les pièces d'artillerie pour les enlever. Ça, on attend beaucoup. Pendant ce temps-là, la population fraternise avec la troupe. Les femmes de Montmartre servent du vin et de la bière. Les fédérés ne tardent pas à rejoindre la butte. Le ton monte. Le comte ordonne le feu. Et là, on voit se passer cette scène toujours très forte. Crosse en l'air, les soldats qui refusent d'intervenir. C'est la fraternisation. Le comte est traîné vers le bal du Château Rouge, rue de Clignancourt, où il est fait prisonnier par les fédérés. On lui joindra bientôt le général Thomas, qui a été reconnu place de Clichy. Il se promenait simplement en habit civil, mais on se rappelait que ce n'était pas un ami de la République. Tous les deux vont être fusillés dans des circonstances assez affreuses du reste, dans la soirée, dans un bout de jardin montmartrois, déjà tout printanier, bourré de groseilliers et de clématites. Pour le gouvernement, c'est un signal. Adolphe Thiers décide d'évacuer complètement Paris, d'emmener le gouvernement, l'administration, les grands corps, le corps diplomatique. Tout ce monde-là va se réfugier à Versailles. Thiers n'est pas rassuré. On raconte que pendant tout le trajet de Paris à Versailles, il a passé son temps la tête à la portière de la voiture en criant au cocher « Allez, marchez, mais marchez donc !» À Paris, c'est la joie qui s'empare des quartiers populaires à l'annonce de ce départ en trombe. On fait la fête, on se promet un beau printemps dans ce que Jules Vallès appelle déjà, je cite, le soleil tiède et clair qui dore la gueule des canons. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Histoire, les 140 ans de la Commune de Paris, Franck Ferrand. Oui, le temps des cerises, ce qui nous reste finalement de plus tangible de l'un des chefs de la commune, fils d'un meunier de Meudon, l'ouvrier Jean-Baptiste Clément. 10 jours après l'exécution bâclée des deux généraux dont je vous parlais à l'instant, le 28 mars, mardi 28 mars 1871, on a construit une grande estrade parée de tricolores devant l'hôtel de ville, de Paris évidemment, et le maire de Belleville, au milieu de la foule en liesse des artisans, des ouvriers, des imprimeurs, des boutiquiers, des artistes, pour ne rien dire de tous les anciens prisonniers politiques du Second Empire qui ont enfin été relâchés. On les reconnaît à leur teint pâle. Gabriel Ranvier donc a crié « Au nom du peuple, la commune est proclamée ».
La commune, autant dire le gouvernement insurrectionnel de Paris, qui va désormais s'opposer au gouvernement légal de Thiers, qui siège, vous avez bien compris, à Versailles. C'est le moment de vous présenter au très hâtivement les grands acteurs de la commune. Maxime Vuillaume, bien sûr, Félix Pillat avec sa barbe et son espèce de tignasse grise, l'austère Delécluze avec lui sa barbe en pointe blanche, on y reviendra tout à l'heure. Dans la deuxième partie de cette émission, avec mes invités, nous évoquerons tous ces personnages, les plus connus mais aussi les moins connus. Vous verrez qu'il y avait parmi les communards des personnalités assez extraordinaires. Laissez-moi m'attarder plutôt sur cette foule heureuse qui, dans la belle lumière fine et dorée de ce printemps pas comme les autres, se sent heureuse, joyeuse, soudain pétrie d'espoir après des mois de privation et aussi souvent après des années de soumission, de frustration. Pour tous ces gens, le grand soir est arrivé. Ce dont ils avaient secrètement plus ou moins rêvé paraît soudain s'accomplir et s'accomplir en douceur. Une précision très importante, cette espèce de petite république affranchie ne concerne à l'époque que Paris. Paris exclusivement. Il ne s'agit plus comme en 93 ou comme en 48 de prétendre imposer sa loi au reste de la France. En revanche, la commune de Paris accueille toujours avec des transports de joie la nouvelle des différentes proclamations de communes. Ça va faire tache d'huile à travers le territoire. Communes de Lyon, de Marseille, de Toulon, de Narbonne, de Limoges. À chaque fois, on fait la fête. Aussitôt, il faut également ajouter cette deuxième précision qui, elle aussi, est très importante. C'est que les décisions du Conseil de la Commune de Paris vont avoir d'emblée une vocation politique universelle. Ce n'est pas un Conseil général qui gérerait des questions de politique locale. La Commune de Paris veut faire date, elle veut donner l'exemple et elle prend dès les premiers jours des décisions extrêmement autoritaires comme la suppression du budget des cultes. Elle est très anticléricale, cette commune, évidemment. La suppression de plusieurs organes de presse jugés trop conservateurs, etc. Sont également incarcérés, parce que je vous ai parlé des gens qui sont libérés, mais il y en a aussi qui sont mis en prison. Quelques 437 personnes dès le premier jour, un peu ce qu'on appelait en d'autres temps les ennemis de la Révolution. Et puis, on voit très vite se constituer ou se reconstituer les partis révolutionnaires, les jacobins, les hébertistes, alors avec avec de nouvelles moutures, avec des fédéralistes, des socialistes, et puis les tout nouveaux proudhoniens, les bakouniens, tout ça s'invectivant allègrement dans un climat de désordre qui au départ en tout cas est bon enfant. C'est un peu à qui hurlera le plus fort. Le nouveau préfet de police reçoit le titre Robespierre au secours, le titre de procureur de la commune, c'est Raoul Rigaud. Alors lui, en voilà un anticlérical. On connaît cette anecdote, vous savez, je ne sais pas si elle est apocryphe ou non, mais elle est en tout cas assez emblématique. Il interroge un prêtre, il lui dit « Quelle est votre profession ?» Alors, « Serviteur de Dieu », répond l'autre. « Oui, et où habite votre maître ?»« Partout. » « Inscrivez, dit-il au greffier, se prétend serviteur d'un homme nommé Dieu et qui, du propre aveu de l'inculpé, est en état de vagabondage. » Le bras droit de Rigaud, le substitut du procureur de la commune, s'appelle Ferré, surnommé Vif-Argent du fait de son agitation permanente. C'est un petit homme à lorgnon et barbe noire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ni Ferré ni Rigaud n'ont la hauteur de vue nécessaire à de très hautes fonctions. Alors évidemment, du côté de Versailles, on organise la reprise en main de la capitale. Dès le 2 avril, Versaillais et communards se battent à Courbevoie. Le lendemain, Paris à son tour tente une percée en direction de Versailles, sous le commandement du blond et très populaire Flourens, on en parlera tout à l'heure. Mais les insurgés sont vite dispersés par les batteries du Mont Valérien, aux mains des troupes légales. Flourens est arrêté par les Versaillais, il est aussitôt massacré, de même qu'un autre chef communard, et ça y est, c'est l'escalade de la violence. La commune transforme les suspects et prêtres en otages et elle décide que toute exécution d'un communard captif entraînera l'exécution de 3 otages. Attention, il faut préciser que cette mesure n'est pas appliquée dans un premier temps. Elle ne le sera que vraiment à la fin, aux dernières extrémités. Or, à Versailles, au contraire, les prisonniers de la commune sont exposés aux vilainies d'une foule déchaînée contre eux et qui les met volontiers en charpie. Ce qu'il reste
de conservateur à Paris ou simplement de légaliste, rejoint à chaque fois qu'il le peut Versailles. On se sauve aussi à la campagne, tant qu'on le peut, parce que bientôt, sortir de Paris va relever de l'exploit. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, nous reviendrons aussi sur le bilan politique de la commune. Voici déjà l'analyse qu'en donnait François Furet en 1989. Je le cite. Il y a une commune de tonalité proudhonienne, démocratique et socialiste, instituant un moratoire sur les loyers, cherchant à fonder l'instruction laïque gratuite et obligatoire, et à organiser la production sur l'association des producteurs, hommes et femmes ensemble, car l'idée de l'égalité des femmes fait sa première apparition sérieuse dans l'extrême gauche. Et puis une commune du salut public, renouant avec la dictature et la loi des otages, la persécution des prêtres et les exécutions sommaires. Les deux images, nous dit François Furet, se succèdent dans le temps, mais elles ne se superposent pas strictement à la rivalité entre proudhoniens et jacobins. Dans cette aventure qu'est la commune, à la fois complexe et ratée, les circonstances dirigent les hommes beaucoup plus que les hommes les circonstances. En tout cas, n'oublions pas que ce grand désordre, je ne vous dis rien, des pillages, des cambriolages, etc., tout ça s'accompagne d'un air de fête. Les Parisiens sont dans les jardins des Tuileries très souvent et même au Palais lui-même pour multiplier les réjouissances. C'est l'époque, vous savez, où on va jusqu'à détruire la colonne Vendôme, symbole, monument de la tyrannie. On croit tout possible, on est en train de tout basculer. C'était Paris en sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand vous raconte la Commune de Paris. L'insurrection a eu lieu le 18 mars, ça fait donc exactement 140 ans, et nous sommes déjà arrivés au 21 mai, dimanche, très ensoleillé. Les Parisiens sont encore une fois aux Tuileries pour une fête. Ils sont aussi sur les bords de la Seine, puisqu'à l'époque on pêche dans la Seine et c'est le jour de l'ouverture. On entend au fond le roulement du canon et la nouvelle se rapproche du centre de la ville. À 4 heures, dit-on, les troupes versaillaises sont entrées dans Paris ce 21 mai. Elles sont entrées par le bastion du Point du Jour qui n'était pas gardé. Pourtant, le commandant des troupes communardes, des gardes de l'Écluse, était au courant de cette faiblesse du dispositif. Seulement, il était malade, épuisé. Bref, il n'a rien fait. Voilà comment 70 000 soldats versaillais s'infiltrent dans Paris. Thiers, pour suivre les opérations, s'est avancé jusqu'au Mont Valérien. Et ce qui commence à la tombée de la nuit, c'est ce que l'histoire retiendra sous le nom de Semaine sanglante. Dès le lendemain, lundi 22 mai, les ouvriers et les artisans des quartiers de l'Est viennent partout prêter main forte aux gardes nationaux. Les artères de la capitale se hérissent bientôt de barricades, comme au bon vieux temps. Mais les Versaillais, quand je dis les Versaillais, vous avez bien compris que je parle des troupes gouvernementales. Ces troupes avancent néanmoins sans trop de peine, de plus en plus comme ça vers l'Est. Et très vite, le découragement et même le désespoir va gagner les partisans de la commune. Le gros des combats se concentre au cœur de Paris, dans la fin de la journée du mardi et celle du mercredi. On est donc sur la rive droite, rue de Rivoli, rue Royale, sur le faubourg Saint-Honoré. C'est alors que les communards, ne voyant plus comment s'en sortir, vont avoir recours au feu. Et c'est notamment cet épisode si connu, peut-être un de ceux qu'on retient le plus de cette commune, celui des pétroleuses, ces femmes qui vont arroser des monuments entiers pour les faire brûler. On va faire brûler l'hôtel de ville, le quai d'Orsay, la Légion d'honneur, la Cour des comptes, le palais de justice, la bibliothèque du Louvre et bien sûr, évidemment, les Tuileries. J'ai eu souvent l'occasion de vous expliquer de quoi étaient mortes les Tuileries. Vous savez très bien que l'incendie des Tuileries, l'incendie de la commune, n'a pas mis le bâtiment par terre. C'est simplement une décision bien plus tardive de la Chambre des députés qui l'a fait. Nous en dirons un mot tout à l'heure. En tout cas, tous les symboles du pouvoir, de l'ordre, de l'élite sont par terre. On arrête les différents dirigeants de la commune et c'est une époque extrêmement dure. À mesure
mesure que les troupes de Versailles approchent, 26, 27, 28 mai, la répression se fait de plus en plus forte. Elle fut atroce, nous dit Castelot, inhumaine, monstrueuse. On fusilla tous ceux qui portaient une vareuse, un pantalon ou même une paire de chaussures ayant appartenu à la garde nationale. On fusilla des femmes accusées d'être des pétroleuses parce qu'on trouva sur elles des allumettes. On fusilla tous ceux qui semblaient italiens, polonais ou hollandais. On fusilla des blessés dans les hôpitaux. On fusilla des mères en train d'allaiter leur dernier-né. On fusilla pour fusiller. 35 000 prisonniers seront faits, déférés devant une vingtaine de cours martiales à Versailles. Nous allons voir ce qui les attendait. Nous verrons quelle a été la répression des Versaillais, car on peut dire qu'à ce moment-là, au bout d'une semaine de combats terribles, la Commune de Paris est finie. Pour nous, juste après le flash de 14h, c'est le débat qui va commencer. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, la Commune de Paris. Oui, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Si je me mets à chanter la Commune, on va perdre beaucoup d'auditeurs. Et nous en parlons de cette Commune de Paris que j'ai brossée à très grands traits pour l'instant. On va essayer de donner un peu plus de détails et de mettre un peu de chair sur ce squelette. Nous en parlons en compagnie de Laure Gaudineau, qui est professeur, enfin plus maître de conférence à l'Université Paris 13, et de Bruno Fulini, écrivain, historien, spécialiste du 19e siècle. C'est un sujet, cette commune, dont on ne parle finalement quasiment plus. Là, aujourd'hui, pour le 140e anniversaire, on a un certain nombre d'événements, des expositions, des publications. Nous allons y revenir tout à l'heure. Je citerai tout ça à la fin de l'émission pour tous ceux qui voudraient aller plus loin. Mais il faut bien dire que ça ne fait pas la une de l'actualité. Je pense que nous sommes à peu près les seuls à en parler aujourd'hui. C'est étonnant, ça, Bruno Fulini. Je pense que vous êtes les premiers. Mais non, il va y en avoir dans les 72 jours qui viennent. Je pense, parce que d'abord, là, nous sommes au 140e anniversaire, vous l'avez dit, de la prise des canons de Montmartre, la proclamation de la Commune, c'est après. Peu plus tard, oui. Et puis, peut-être que ce qui sera beaucoup célébré, avec sans doute un peu de dolorisme, et ça se comprend, c'est la semaine sanglante aussi. Et en fait, ce qui s'est produit après la Commune, c'est qu'il y a eu une ritualisation de la Commune, qu'il y a eu un cycle annuel, et puis a fortiori, tous les 10 ans, 100 ans, dans 10 ans, ça sera le 150e anniversaire, il se passera beaucoup de choses, parce que beaucoup de gens, en fait, très différents, se réclament peu ou prou de la Commune. Et comme la Commune avait beaucoup de filiations différentes, et bien aujourd'hui encore, vous avez des mouvements très très divers qui vont se réclamer de la Commune. Alors ça va pas être quelque chose de très de si visible que ça, mais il y a un certain nombre d'anniversaires qui vont donner lieu à des commémorations. Évidemment, le mur des fédérés, c'est quand même un classique, et il faut pas croire que ce rituel-là soit mort. On peut dire que la Commune est au cœur d'un processus de mémoire. On essaie toujours ici de distinguer toute cette mémoire avec son pathos et puis l'histoire telle qu'on peut l'étudier. C'est votre travail, Laure Gaudineau, notamment. Oui, mais je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Alors attendez, vous avez publié, j'étais en train de signaler, un ouvrage qui s'appelle « La Commune de Paris par ceux qui l'ont vécu ». C'est chez Paris Gramme. Oui. C'est très richement illustré et c'est extrêmement précis. Vous avez fait un travail très détaillé. Vous voulez revenir, dites-moi. Alors, donc effectivement, c'est un travail d'histoire, mais je voudrais revenir sur la question de la mémoire. Il me semble quand même que effectivement, ça ne fait pas partie de la mémoire nationale. C'est ça. Alors après qu'il y ait différents groupes. C'est une mémoire parcellaire en quelque sorte. Voilà, c'est une mémoire de différents groupes, de différentes forces, de différents partis, mais sûrement pas de la mémoire nationale. Est-ce qu'on peut dire en 2 mots qui aujourd'hui se réclame encore de cette mémoire communaliste ? Alors essentiellement les forces de gauche, oui, disons. Bien sûr, oui. Et dans les forces de gauche, plutôt le PCF et l'extrême gauche. Mais ceci dit, donc les commémorations qui ont lieu aujourd'hui, par exemple, qui commencent aujourd'hui, sont le fait essentiellement de la mairie de Paris, donc mairie socialiste. Oui. Alors tout à l'heure, nous allons revenir sur toute la dimension politique, sur l'œuvre de la Commune, sur ce qui a survécu,
peu de choses du reste. Ce que j'aimerais que nous fassions dans un premier temps, c'est voir un peu quels étaient les acteurs de ce grand drame. On a là dans le récit, j'ai été très rapide, j'ai juste évoqué Delescluze, Rigaud, comme ça en passant. Il faudrait peut-être citer au moins les 5 grands noms, Bruno Fulini. Pourquoi 5 ? Il y en a au moins 90. Et c'est un des drames de la commune, c'est de n'avoir peut-être pas eu une personnalité dominante. Il a manqué peut-être à la commune son Robespierre ou son Lénine. C'est-à-dire qu'il y a différentes tendances. Il y aurait pu y avoir quelqu'un, c'était Blanqui normalement. Et Blanqui était emprisonné. Blanqui était présent pendant le siège de Paris, mais il a été arrêté en octobre, je crois, 1870. Et donc, beaucoup de gens se réclament de Blanqui, les blanquistes. Donc, une fraction très radicale des républicains qui vit dans le souvenir de la grande révolution 1789, mais aussi 1793, et qui sont des jacobins. Et ces blanquistes et ces jacobins, d'ailleurs il y a des nuances, parce que les blanquistes sont des jacobins, mais tous les jacobins ne sont pas des blanquistes. À côté de ces républicains-là, vous avez par ailleurs des révolutionnaires qui se réclament d'une nouvelle, d'une nouvelle vague idéologique qui vient du socialisme utopique, qui vient de l'anarchie, qui vient de tout un mouvement lui-même très compliqué avec de multiples composantes qui admet le collectivisme, ce qui était tout à fait étranger aux républicains de la Grande Révolution. Ce sont par exemple tous ceux qui vont se réclamer de l'international, ce que nous appelons aujourd'hui la première internationale, mais il n'y en a qu'une à l'époque. Oui. Voilà. Et puis vous avez aussi toutes sortes d'individus, ça peut être de simples Parisiens, ça peut être des hommes de plume, des hommes de lettres, qui, pour des raisons très diverses, vont s'agglomérer à la commune. Ça peut être le patriotisme, parce que, oui, vous l'avez dit, Paris est une ville qui n'a pas été prise par les Prussiens. Les Prussiens, certes, y sont entrés, mais parce que le gouvernement l'a accepté, alors que les Parisiens avaient défendu la ville, donc c'est une humiliation. Les républicains, bien au-delà de ceux qui soutiennent la commune, car tous les républicains ne soutiennent pas la commune, il faut le rappeler, les républicains souhaitent continuer le combat, ce qui n'est pas le cas de cette assemblée de ruraux qui a été élue dans les campagnes et qui, elle, souhaite pactiser et souhaite arrêter la guerre. Du côté du gouvernement légal et sous l'égide du petit monsieur Thiers, vous avez une armée très bien organisée, commandée par MacMahon et par un certain nombre de militaires très très aguerris. Du côté de la garde nationale, c'est pas du tout la même histoire. Alors, il y a deux choses. D'une part, on a une armée très aguerrie, mais vaincue. Ces messieurs très aguerris, et honteuses, d'ailleurs, ont perdu, ont été humiliés sur le champ de bataille. À commencer par MacMahon lui-même, du reste. Oui, et Vinoy et d'autres. Certains même reviennent de captivité. Et donc, ils ont peut-être un petit peu de dorure à remettre sur leur manche. Et donc, les batailles qu'ils n'ont pas gagnées devant l'envahisseur, ils vont essayer de les gagner contre le peuple de Paris. Et en face, ce peuple de Paris, il est armé, mais d'abord, il n'est pas du tout offensif. Par exemple, on n'attaque pas Versailles. Quand on commence à marcher sur Versailles, c'est le 3 avril, c'est pour répliquer à une offensive de la veille. Oui. De la veille. On n'a pas au départ un mouvement organisé. Si comme au tout début de la Commune, on avait marché sur Versailles comme l'avaient fait les Parisiens de façon très pacifique pendant la Grande Révolution, le sort des armes aurait été très différent. Et puis on a très peu de cadres qui soient effectivement d'authentiques militaires. On va avoir un seul véritable officier de l'armée régulière qui va rejoindre la commune, c'est Louis Rossel, qui est un polytechnicien. Et d'ailleurs, Rossel est une des figures qui vont être revendiquées par ceux des hommes de droite qui acceptent la commune ou qui acceptent dans certaines de ses dimensions la commune. On trouve dans, je crois, le fil de l'épée, des mots étonnants du général de Gaulle à la mémoire de Rossel, le communard que l'on comprend, parce que c'est celui qui va dire non à la défaite. Il est présentable, celui-là. Celui-là, il est présentable, parce que c'est un officier, fils d'officier. Il y a des étrangers aussi. On pense à Dąbrowski, qui est polonais, par exemple. C'est Lord Godino. Finalement, les étrangers ont joué un rôle important dans cette commune de Paris. Absolument, les étrangers ont joué un rôle important. Alors, du point de vue militaire, donc avec les Polonais, Dąbrowski, etc. Mais vous avez aussi au Conseil de la Commune, un Hongrois, qui est Léo Frankel, qui jouera un rôle extrêmement important dans la commission du travail, donc l'équivalent du ministère du Travail, si on peut dire ça comme ça, et qui jouera un rôle notamment en ce qui concerne le projet d'association ouvrière de production, donc un rôle véritablement social. Le personnage le plus connu, peut-être celui que même les écoliers connaissent, c'est quand même Jules Vallès, évidemment. Lui, il est un peu l'emblème poétique de la commune. C'est-à-dire qu'il va être à la fois un acteur
et un témoin. Et c'est ça qui explique aussi cette notoriété, car dans la commune elle-même, a-t-il joué un rôle fondamental? Ce n'est pas certain. En revanche, d'abord, il va échapper aux Versaillais, c'est-à-dire que pendant la semaine sanglante, on va annoncer l'exécution de Vallès. En fait, ce qui lui permet, en fait... d'abord, on a fusillé sans doute des gens qui avaient le tort de lui ressembler physiquement. Et lui, il réussit à passer entre les mailles du filet. Il se retrouve en Grande-Bretagne. Et donc, il va passer une dizaine d'années en exil à Londres. Où il fait l'objet d'une surveillance extrêmement pointue. Vous le montrez dans un ouvrage qui s'appelle La police des écrivains, chez Auray, Bruno Fuligny. On a le dossier extrêmement détaillé de Jules Vallès. On sait tout sur ce qu'il a fait, sur ses positions, sur ses rencontres. Oui, c'est tout à fait frappant parce qu'il s'agit d'archives qui viennent de la préfecture de police. Donc, à la base, cette administration n'était pas censée avoir des agents à l'étranger. Or, bien sûr, le préfet de police de Paris, dans les années qui vont suivre la Commune et longtemps après, va avoir des agents à l'étranger. Et Vallès, comme d'ailleurs beaucoup de communards qui auront trouvé refuge à Londres, eh bien, vont être surveillés. Et Vallès, sa correspondance est ouverte. On sait de semaine en semaine quel est son état d'esprit, s'il a de l'argent, s'il est d'humeur belliqueuse. C'est très précis. Alors, après, il n'y a pas évidemment que Vallès ou Rossel. Après ces noms connus, nous allons essayer de faire sortir de l'ombre un certain nombre de communards totalement oubliés. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et aujourd'hui, Franck nous raconte la Commune de Paris. Et notamment à travers ses acteurs et ses actrices, Laure Godineau, car on peut dire que les femmes ont joué un rôle très important dans cette affaire. Pas seulement Louise Michel. Non, alors les femmes ont joué un rôle important. Effectivement, il y a des figures connues comme Louise Michel ou encore Nathalie Lemel. Mais il y a aussi toutes les anonymes qui étaient là, qui étaient dans les clubs, qui parfois étaient sur les barricades. Et puis, il y a toutes les femmes aussi qui étaient restées dans Paris, qui ont joué un rôle pas forcément de combattantes, mais qui étaient sympathisantes aussi de la Commune. Ces femmes, on ne les voit pas forcément parce qu'elles ne sont pas élues au Conseil de la Commune, puis elles ne votent pas, mais elles participent à cette commune. Même s'il y en a encore qui restent sans participer. Votre livre, La Commune de Paris par ceux qui l'ont vécu, est une sorte de fourmillant recueil de témoignages. C'est très, comme son titre l'indique d'ailleurs, ce sont vraiment des parcours que vous montrez, avec d'ailleurs énormément d'illustrations. J'ai sous les yeux la photo d'un certain Zéphirin Camélina. Voilà quelqu'un dont on a oublié jusqu'au nom. Oui, alors que Camélina